Si nous avons réuni ce soir Barbara Stigler et Michael Fussell, c'est non seulement parce que vous êtes tous les deux philosophes, mais parce que vous êtes tous les deux intéressés, on va dire, presque vous aussi, Barbara Stigler, à l'année 38, aux années 30. Michael Fussell, vous êtes professeur à l'école polytechnique et vous avez publié cette année un ouvrage aux presses universitaires de France qui s'appelle Récidive 1938, une sorte d'aller-retour entre le passé et le présent, où vous voyez en tout cas dans cette année 38 une démocratie qui s'affaisse du point de vue des libertés publiques, du point de vue aussi de la République sociale, puisque le Front populaire à l'époque est remis en cause, du point de vue aussi d'une crise des réfugiés, puisqu'il y a une crise aussi en 1938 qui vous a rappelé singulièrement la nôtre à travers la lecture que vous avez pu faire des journaux de l'époque, des unes de l'époque. Et Barbara Stigler, vous avez publié cette année aux éditions Gallimard il faut s'adapter, une réflexion importante sur le néolibéralisme, puisque vous avez, fort de vos travaux que vous menez à l'université de Bordeaux, notamment Montaigne, fort de vos travaux sur le darwinisme, sur le nietzschéisme, en fait, vous êtes intéressé à savoir comment on en était venu en fait, à proposer une philosophie politique qui nous enjoint en fait, à nous adapter en permanence. Et vous avez montré que dans les années 30, précisément après la crise de 29, eh bien, les libéraux se sont dit ça ne marche pas, le laisser faire. Il faut au contraire, là, d'une main de fer avec l'État, il faut réorienter, rééduquer presque au fond la population. Et il se trouve que dans votre livre, vous parlez aussi de l'année 38, puisqu'il y a un colloque qui se passe en France en 38, qui est assez singulier, dont vous allez nous parler. Mais j'aimerais savoir peut-être, Michael, dans un premier temps, puisque on est là sur l'année 38 en tant que telle, pourquoi tout simplement vous avez voulu plonger dans cette année 1938? Vous avez lu donc sur Retro News, Gallica, tous les journaux de l'époque. Qu'est-ce qui vous a frappé? Pourquoi cette année-là? Et pourquoi, au fond, elle résonne pleinement avec le contemporain, l'aujourd'hui, le présent, l'ici et le maintenant? Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, pour répondre le plus rapidement possible, je ne dirais pas que j'ai choisi l'année 38, ni d'ailleurs que j'ai choisi a fortiori d'en faire un livre, mais comme vous l'avez rappelé, on dispose aujourd'hui, par des moyens qui sont paradoxalement extrêmement contemporains, par Internet, du moyen de se rendre sur des sites qui nous permettent de visualiser les journaux de l'époque. Autrement dit, de faire cette expérience un peu paradoxale que j'ai faite effectivement pendant plusieurs mois, de découvrir par l'extrême contemporain, par Internet, des journaux de presse, des extraits de presse pardon, de l'époque, et d'être en quelque sorte happé par une année. Quand je dis j'ai pas choisi, c'est-à-dire que en réalité, je me suis... pourquoi est-ce que j'ai commencé à lire cette presse de 1938? Certainement parce que traîne en France ou s'entend en France un écho aujourd'hui, depuis quelques années, selon lequel nous vivrions des éléments analogues aux années 30, le retour des années 30, toute une série de phénomènes. C'est même le président de la République qui dit au fond que cette période rappelle celle des années 30. C'est-à-dire en fait dans ce discours qui est plus ou moins dominant sur les années 30, l'idée que le champ politique se reconfigure autour d'une opposition entre ce qu'on appelle aujourd'hui les populistes et qu'on aurait appelé, d'ailleurs à meilleur escient dans les années 30 ou qu'on appelait dans les années 30 les fascistes, et puis le camp, disons, de la démocratie qui tente de s'y opposer. Alors j'ai été travaillé par cette idée, en particulier par ce qui la sous-tend souvent, à savoir que les démocraties, par opposition au régime un peu autoritaire, ou très autoritaire s'il s'agit des années 30, moins autoritaire mais néanmoins problématique comme la Pologne ou la Hongrie aujourd'hui, les démocraties sont ou seraient par nature faibles, parce que ce sont des systèmes qui organisent la délibération, la discussion, le parlementarisme, et que donc par conséquent il faudrait que même les démocraties s'adaptent, là je prends un terme que Barbara Stigler développera beaucoup mieux que moi, doivent s'adapter à un ordre nouveau, l'ordre nouveau étant celui justement d'État autoritaire. Alors j'ai été évidemment frappé en lisant la presse de 38 française, parce que ce qui m'a intéressé c'est pas 38 tel qu'on le comprend le plus souvent, c'est-à-dire uniquement du point de vue international, ce qui prépare la guerre, mais en lisant et en découvrant une langue, une grammaire, non seulement des événements, mais beaucoup plus que des événements, une manière de présenter l'actualité, j'ai été frappé par le fait qu'en réalité, en 1938, la France n'était pas faible parce que démocratique, par différence avec l'Allemagne ou l'Italie, où les décisions, si je puis dire, se prenaient rapidement. Elle s'est avérée faible parce que faiblement démocratique. C'est-à-dire que 38, alors je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais c'est le moment de la fin du Front populaire, c'est-à-dire le moment où,
commence à s'imposer, non seulement dans les faits, dans la politique publique, mais aussi dans le discours éditorial dominant, l'idée que la France n'a plus les moyens de son état social, n'a plus les moyens de sa générosité à l'égard des réfugiés, c'est-à-dire à l'époque essentiellement des Juifs venus d'Autriche et de Tchécoslovaquie nouvellement annexés par le Reich allemand. Autrement dit, que la démocratie n'est plus en mesure de respecter ses principes si elle veut se sauver elle-même. Et alors c'est ce paradoxe, parce qu'évidemment il ne s'agit pas du tout d'un livre, dans ce que j'ai fait, d'un livre d'histoire, il n'a pas la prétention à expliquer, mais le paradoxe qui m'a semblé le plus troublant par rapport à la proximité de l'époque actuelle, ce n'est pas évidemment au niveau des événements qu'on va le trouver, mais au niveau, je dirais, de cette espèce de surmoi qui consiste à penser que la démocratie, dans les temps de crise, 38 c'est 10 ans après 29, la crise, c'est 9 ans après 29, la crise générale du capitalisme, nous sommes 10 ans, à peu près 10 ans après la crise de 2008. Autrement dit que dans une période de crise, la nécessité de s'adapter passe pour les démocraties elles-mêmes ou implique pour elles de remettre en cause leurs propres principes. Et au fond, c'est par rapport au présent ce qui m'a le plus interpellé, si je puis dire, c'est cette espèce de doxa, d'opinion généralisée, selon laquelle finalement le meilleur moyen de défendre la démocratie, c'est d'en rabattre un peu sur l'état de droit. Et je crois que cette consécution, cette manière d'envisager les choses était très présente en 1938, ça j'espère l'avoir montré, et qu'elle est encore actuelle, hélas. Mais là, on aimerait savoir aussi concrètement qu'est-ce qu'on lit. Là, on est dans des fauteuils, on rentre le soir, on est en 1938. Qu'est-ce qu'on lit dans la presse? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel style? Quels sont de quoi parle-t-on? Comment parle-t-on? Est-ce qu'on parle de ce fameux, de ce bateau, de ce Saint-Louis là qui est un bateau de réfugiés qui est parti de Hambourg, qui peine à trouver un port d'attache puisque personne ne veut l'accueillir? Il va même aller en direction de Cuba. Et il va finalement réussir à accoster en France. De quoi parle-t-on? Comment parle-t-on des choses? Peu importe le sujet, que ce soit les questions sociales, les questions sociétales, comme on dit aujourd'hui. On en parle sur le fond d'une... Alors, quand je dis on, évidemment, il faut préciser, la presse écrite de 1938 avait d'une part une diffusion et une influence hors de proportion avec la presse écrite actuelle, mais qui dirait, d'une certaine manière, reprend aussi un certain... Nous sommes déjà dans les sociétés de l'information à ce moment-là, même si le canal de l'information principal est encore la presse écrite. Cette presse, évidemment, elle est relativement diverse, mais enfin, elle est quand même très majoritairement dominée par des titres qui sont, et plus, je dirais, plus ils sont conservateurs, voire réactionnaires, plus ils sont populaires en termes de vente. Autrement dit, il y a, et j'en rends compte autant que possible dans ce livre, heureusement en 1938, des exceptions à cette remise en ordre, cette remise au pas généralisée de la démocratie française. Mais cela étant, le ton général consiste, et je vais prendre simplement l'exemple que vous avez cité, il y en aurait beaucoup d'autres, consiste à démontrer que l'expérience de 1936, c'est-à-dire celle du Front populaire, qui n'a duré qu'un an pourtant, cette expérience est catastrophique par rapport à ses résultats en termes socio-économiques et surtout par rapport à la montée des périls liés à l'expansion allemande, et que finalement commence à s'imposer cette idée que la première chose que la France a à faire, c'est de régler en quelque sorte ses comptes internes avant de se confronter éventuellement au régime totalitaire qui commence à l'entourer, puisque je rappelle que 1938, bon, évidemment Hitler et Mussolini sont déjà là, mais c'est aussi le moment où, en tout cas c'est un an avant, et la chose se dessine déjà, la prise de pouvoir définitive de Franco en Espagne. Autrement dit, on a un pays qui se sent assiégé, pris déjà dans quelque chose qu'on dirait aujourd'hui ou qu'on appellerait de manière anachronique, on n'emploie pas le terme, une mondialisation, c'est-à-dire l'idée qu'en fait les régimes politiques évoluent au niveau global et la France doit en quelque sorte rattraper son retard. Alors je vais dire juste un mot sur la question des réfugiés, parce que vous avez évoqué l'exemple le cas, ce n'est pas le seul, du bateau le Saint-Louis qui effectivement part d'Hambourg mais en 1939. Mais c'est le résultat d'un événement qui a lieu, ou plutôt d'une conférence, qui a lieu en 1938, et dont je n'ai pas tellement trouvé la trace dans la presse, je la connaissais avant, mais je l'ai cherchée, parce que c'est l'avantage aussi, si je puis dire, de ces nouvelles technologies, de pouvoir faire des recherches thématiques dans la presse. On évoque comme ça, en 4e page en général, et en 4e colonne aussi, sous la forme d'entrefilets, l'existence ou la tenue en France, à Évian, d'une conférence qui réunit les États-Unis, l'Angleterre, la France et puis les autres démocraties résiduelles du monde, c'est-à-dire par exemple l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, et dont la question centrale est
Que va-t-on faire de ces centaines de milliers de réfugiés qui, d'une certaine manière, pardonnez-moi de la formule, elle n'est pas très élégante, nous tombent sous les bras. Elle nous tombe sur les bras parce que, précisément, la politique, je dirais, d'apaisement avec l'Allemagne fait qu'on peut laisser Hitler, ou on laisse en 1938 d'ailleurs, Hitler envahir d'abord annexer l'Autriche et envahir la Tchécoslovaquie. Donc il se retrouve avec lui-même des centaines de milliers de Juifs sous son joug. Et évidemment, il leur applique immédiatement la politique antisémite qui a été décidée déjà plusieurs années auparavant. Tant et si bien que des centaines de milliers de Juifs prennent à ce moment-là la route, ou plutôt essaient de prendre la route de l'exil. Or, se tient cette conférence en France, donc des États démocratiques, pour savoir comment faire face à cette crise qu'on appellerait aujourd'hui crise migratoire ou crise de l'asile politique. Et la réponse de cette conférence, c'est qu'on n'accueillera plus aucun réfugié, et par conséquent une fermeture des frontières, et alors selon un style argumentatif, si j'ose dire, c'est là le plus troublant, parce que les situations évidemment des individus diffèrent, la situation historique diffère, mais l'argumentation consiste quand même massivement à expliquer qu'en réalité, pour sauver la démocratie, ou ce qu'il en reste en quelque sorte, eh bien, il faut que les démocraties se défendent de leur propre penchant humanitaire. Et donc, les bateaux qui vont errer tout d'abord en Europe et ensuite traverser l'Atlantique, puis se voir refuser l'accueil même aux États-Unis, c'est en 1939. Mais c'est dans la suite immédiate de cette prise de décision qui se fait en 1938, en réalité, d'abandonner à l'adversaire, c'est-à-dire en l'occurrence ici, à ce moment-là, le fascisme ou le nazisme, d'abandonner à l'adversaire l'essentiel, ou sur l'essentiel, c'est-à-dire en réalité de lui accorder le droit de gérer, si je puis dire, ou d'appliquer sa politique au corps des réfugiés sans aucune contrainte. Et il y a ici des parallèles qui ne tiennent évidemment pas à la politique nazie, qui heureusement n'est pas encore d'actualité en Europe, nulle part, même pas dans les pays qu'on appelle, à mon avis d'ailleurs à tort, populistes ou démocratie libérale. Par contre, le parallèle, c'est que va se greffer en 1938, c'est très spectaculaire, en tout cas dans les yeux du novice historien que j'étais, va se greffer sur le discours antisémite traditionnel de l'extrême droite, radicalement anti-juif, je dirais par essence, l'Action française par exemple, va se greffer un discours en fait simplement, si je puis dire simplement, xénophobe, parce que les étrangers à l'époque, ce sont les juifs. Autrement dit, va se constituer une espèce de ligne de force qui va réunir même des mouvements qui sont des mouvements plutôt républicains dans la forme, le Parti radical, les mouvements de la droite républicaine, une espèce de ligne idéologique majoritaire consistant à dire qu'en réalité le salut de la France passera par la fermeture des frontières et une sorte d'abandon des principes démocratiques au nom du régalien. Barbara Stiegler, vous êtes aussi intéressée aux années 30, mais aussi, on va dire, est-ce qu'on peut partir de cette année 38 et d'un colloque qui se passe à Paris? Que se passe-t-il à Paris en 1938 autour de ce personnage singulier dont vous allez nous parler, j'espère, Walter Lippmann? Est-ce que vous avez un micro? Sinon, je vous donne... Oui, merci beaucoup. Effectivement, en fait, mon enquête est partie de l'année 1938. C'est un hasard qui fait que nous sommes là tous les deux. Effectivement, en 1938, on a redécouvert il y a quelques années, du fait que nous étions un certain nombre à identifier des politiques publiques nouvelles comme néolibérales, il y a eu une attention, en particulier des chercheurs, mais pas uniquement, à ce phénomène du néolibéralisme, que normalement on comprend comme spontanément un capitalisme dérégulé, un capitalisme sauvage, un laisser-faire, les politiques de dérégulation qu'on va renvoyer à Thatcher, par exemple, Reagan, ce genre de choses. Donc les années 70, 80, de la dérégulation. On en était tous à peu près là. Et puis on a vu, là, dans les années 90, 2000, aussi bien quand on était à l'hôpital qu'à l'université ou dans d'autres lieux où l'État a un rôle très important, on a vu plutôt une mutation du rôle de l'État, une mutation des politiques publiques qui a commencé à interroger beaucoup de gens. Et ça explique pourquoi les gens ont commencé à réfléchir sur ce que pouvait être le néolibéralisme qui ne cadrait pas avec cette trop simple définition du retrait de l'État. Parce que ce n'est pas ça qui se passe. C'est une modification des politiques publiques un peu partout qui engage des réformes dites néolibérales qui ne consistent pas à se retirer. Donc les gens étant un peu perplexes ont cherché,
et ont redécouvert des choses, et notamment un cours de Michel Foucault qui s'appelle « Naissance de la biopolitique », qu'il avait donné en 79 pour justement comprendre les années 70, la construction européenne, le rôle de l'ordolibéralisme allemand dans la construction européenne. Michel Foucault a donné un cours où il est extrêmement lucide et il voit qu'en réalité, c'est pas ce qu'on croyait, c'est pas le laisser-faire, c'est la mutation du rôle de l'État, et d'un État qui, comme vous l'avez rappelé, a une main de fer en réalité, et fait des choses, et est extrêmement agissant, et au lieu de laisser faire, modifie vraiment les populations par des politiques publiques d'éducation nouvelles, des politiques publiques de santé nouvelles. Je suis donc allée, comme beaucoup d'autres, lire ce cours de Michel Foucault, qui venait tout juste de paraître en 2004. Donc finalement, c'était un texte assez nouveau, à part pour les quelques chanceux qui l'avaient suivi au Collège de France. Et j'ai découvert que, avec d'autres encore une fois, il y avait eu un événement historique important qui était un colloque qui s'est tenu en août 1938 à Paris, ici même, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les participants de ce colloque, sachant très bien qu'on va vers une guerre qui sera probablement aussi destructrice que la Première Guerre mondiale, donc les gens sont réunis sur la base d'une immense inquiétude. Et ce qui les réunit au-delà de cette inquiétude, c'est qu'ils se disent tous libéraux, amis du libéralisme. Ils veulent sauver le capitalisme de ses propres errances. Ils veulent tirer les conclusions de la crise de 29. Donc, c'est vraiment la fin des années 30. Hein, donc ça récapitule un peu toute cette réflexion qu'il y a eu, ça récapitule même très rigoureusement toute cette réflexion qui s'est menée dans les années 30 aux États-Unis, en France, en Allemagne et dans d'autres pays, sur l'échec du libéralisme classique. Et ces libéraux du monde entier, par exemple Friedrich Hayek joue un rôle très important dans ce colloque, se réunissent autour d'une figure emblématique, qui est l'invité d'honneur évidemment, qui est cet Américain Walter Lippmann, qui a publié en 1937, et ça a été traduit en 1938 aux éditions Médicis, un ouvrage qui a été traduit sous le titre « La cité libre ». Donc je suis allée regarder ce colloque, évidemment. On a la chance d'avoir le colloque publié. Il a été publié aux éditions du Bordelot par Serge Audier. J'ai regardé les discussions qui sont intéressantes, mais j'ai surtout été lire le livre de 1937, dans lequel j'ai découvert des choses absolument étonnantes, hein, qu'on n'imaginait pas. Par exemple, le fait que Walter Lippmann considère qu'il faille réformer le libéralisme à partir de l'enseignement de la révolution darwinienne, à partir du fait que nous sommes une espèce humaine qui vit dans un nouvel environnement qu'elle a créé avec la révolution industrielle et qu'elle a créé un environnement totalement inadapté à ses propres besoins. Et donc on est dans une situation historique complètement inouïe dans l'histoire de la vie. C'est de ça que part Walter Lippmann. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de la vie, dit-il. Une espèce qui n'est pas adaptée au milieu qu'elle a créé. Et ce phénomène d'inadaptation explique pour lui tous les phénomènes pathologiques, sociaux et politiques auxquels on assiste. Et en particulier, c'est sa clé de lecture pour expliquer le repli des peuples sur eux-mêmes, le repli sur la stabilité, la clôture sur soi, la fermeture des frontières, le fait qu'on a donc une population qui doit s'adapter à la mondialisation. C'est ça la révolution qu'elle a engagée. L'humanité, c'est ça la révolution qu'elle a engagée, dit Lippmann. Et il va falloir le faire artificiellement, puisque naturellement, elle est incapable de le faire. Et donc le nouveau libéralisme va être complètement redéfini, non plus comme laisser faire les processus sociaux et économiques parce qu'il faut faire confiance à la société et à l'économie pour régler les choses, mais visiblement, dit Lippmann, ça ne fonctionne pas, donc il faut que l'État reprenne les choses en main et transforme la population pour la réadapter. Alors, il faut préciser que Walter Lippmann est un journaliste, est un diplomate, c'est quelqu'un qui a une influence considérable sur la vie politique américaine, en fait il est mort en 1974, mais jusqu'à la guerre du Vietnam. Enfin, c'est quelqu'un qui a conseillé aussi les présidents des États-Unis. Mais alors pourquoi, et venons-en là, pourquoi vous pensez d'une certaine manière, pourquoi ça nous éclaire pour penser les politiques publiques, notamment en France ou ailleurs, qui sont menées aujourd'hui
ce sera la même question aussi à Michael Fessel. Pourquoi est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de l'année 38 dans ce que nous vivons aujourd'hui? Barbara Stiegler. Oui, moi j'ai toujours été frappée par cette formule il faut s'adapter, que j'ai toujours entendue, qui m'arrive de moi-même dire à la limite, à mon corps défendant, mais enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez étrange, puisque c'est pas seulement qu'il faut s'adapter. Quand on réfléchit bien à ce qu'on dit, quand on dit il faut bien s'adapter, en général ça va avec l'évolution, la sélection, la mutation, bref, tout un champ lexical darwinien que par ailleurs on serait les premiers à trouver très choquant, puisqu'il ne faut pas mélanger le darwinisme et la politique, puisque ça nous évoque les pires choses des années 30, justement. Donc comment est-il possible que, alors même qu'on pense avoir dépassé le darwinisme social de type libéral, ultralibéral, qui serait que, donc je rappelle ce que c'est que le darwinisme social dans sa version originale, c'est pas du tout les années 30, c'est bien antérieur, c'est à la fin du 19e siècle, théorisé par quelqu'un comme Herbert Spencer, qui est un libéral extrême, qui considère qu'il faut vraiment détruire l'État social, détruire l'État éducateur, détruire les politiques publiques en matière d'éducation et de santé, et laisser faire les processus spontanés pour que les meilleurs soient sélectionnés et les inaptes soient éliminés. Donc ça, c'est une version du libéralisme extrêmement radicale, qui va mener à la phobie d'État, la haine de l'État. Ça existe toujours. Mais ça n'est absolument pas un héritage des années 30. C'est quelque chose qui a été théorisé à l'époque du spencerisme, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et c'est aujourd'hui extrêmement vivace, tout ce qui est du côté d'une dérégulation très violente. Les gens qui disent aujourd'hui il faut s'adapter, il faut adapter l'hôpital, il faut adapter l'université, il faut s'adapter, ce ne sont pas des spenceriens nécessairement. Bien souvent, ils pensent être des sociodémocrates, ils pensent avoir une conception de l'État social, etc. Donc, c'est pas ça la ligne qui permet d'expliquer le fait que ce discours soit aussi fort sur nous-mêmes, et y compris sur, par exemple, des gauches de gouvernement qui n'hésitent pas à dire qu'il faut s'adapter, etc. Donc, c'était intéressant de découvrir qu'en fait, le néolibéralisme, qui lui a un discours sur la politique sociale nécessaire, sur une nécessaire redistribution, sur la nécessité de redistribuer les cartes pour qu'il y ait une plus grande égalité des chances, sur la nécessité de déployer une politique d'éducation pour rendre ce qu'on éduque adaptable, flexible, etc. Tous ces termes qu'en fait je retrouvais dans les grandes politiques publiques dominantes, dans les gauches de gouvernement comme dans les droites de gouvernement, et qui pouvaient s'entendre sur, pensait-elle, une espèce de social-démocratie, en réalité avaient une origine méconnue, à mes yeux, qu'il fallait déterrer, qui était liée à cette histoire du néolibéralisme, qu'on caricature trop facilement pour ne pas se sentir concerné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on dit le néolibéralisme, c'est Margaret Thatcher, bon, bah, finalement, c'est bien, c'est pratique. Quand on caricature le néolibéralisme en disant que ça ne concerne que des instincts de prédation du grand capital, si vous voulez, on met la chose très très loin de nous. En réalité, je crois que le néolibéralisme nous traverse tous, que la social-démocratie, petit à petit, sans bien s'en rendre compte, est devenue néolibérale très massivement, sans en avoir la moindre conscience, et qu'il fallait donc redécouvrir l'histoire, non seulement économique, mais c'est assez peu économique en fait. C'est anthropologique, c'est culturel, c'est un certain rapport au temps de ce néolibéralisme. Et c'est d'ailleurs tout un imaginaire. Et c'est cet imaginaire c'est ça le sujet, hein, c'est cet imaginaire qui s'est mis en place, qui consiste à raconter que il y a une histoire de la vie et que notre histoire va dans une direction, il y a une direction de l'évolution. Cette direction, c'est un monde mondialisé avec des flux en accélération constante, c'est le sens de l'histoire, et il n'y en a pas d'autre. Et donc il faut réadapter artificiellement les populations, parce qu'elles sont incapables de le faire, par ce nouvel État libéral. Alors, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, et en même temps, tout d'un coup, je pense, parce que ce que vous dites là sur la pensée économique, le libéralisme, le néolibéralisme, la différence avec l'ultralibéralisme, mais si on pense par exemple à la pensée écologique aujourd'hui et à voilà, l'épuisement des ressources, la crise écologique, là aussi il y a un discours
dont il ne me semble pas qu'on puisse dire qu'il est, qu'il est néolibéral, mais enfin peut-être vous allez me contredire. Mais je vois ça comme une sorte de... enfin, en tout cas, il y a cette idée qu'il faut il faudrait s'adapter à une nouvelle donne, à une raréfaction des ressources, à vivre autrement, décroître, etc. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonne raison de s'adapter aussi. Est-ce qu'il y a des bonnes... Voilà, Alors, ça n'est pas du tout le même discours. Non seulement cela, mais il y a quand même l'idée mais qu'il faut s'adapter. La crise écologique met en échec le discours néolibéral, en réalité. Met en échec le récit néolibéral. C'est pas le même récit, mais non, c'est quand même la même agence. Enfin, non seulement c'est pas le même, mais c'est précisément ce sur quoi il achoppe. C'est-à-dire que le récit néolibéral, il faut bien voir à quel point il est puissant, à quel point il agit sur nous. C'est l'idée que nous allons vers un monde totalement mondialisé, dans lequel toutes nos activités sont dans une relation perpétuelle de compétition et de coopération, parce qu'il ne s'agit pas du tout, chez les néolibéraux, il ne s'agit pas du tout de prôner la guerre de tous contre tous, la guerre sauvage. Ils critiquent la loi de la jungle, ils critiquent l'ultralibéralisme spencerien. Au contraire, il faut que ce soit un monde régi par des règles de droit, régi par des règles du jeu, avec un arbitrage loyal, etc., pour que tous soient constamment en compétition et en coopération perpétuelle, pour que ce monde se mondialise en permanence, que ces rythmes s'accélèrent de manière indéfinie, et que toute forme de clôture se dissolve. Voilà. Donc, c'est qu'en fait, il y a une forme de polysémie quand même dans le mot s'adapter. Oui, mais je réponds à votre question. Oui, bien sûr. À partir du moment où on pose, en principe, que cette conception du monde nous mène à l'épuisement des ressources de la planète, non seulement du climat, des espèces, etc., mais même de nos corps, de nos psychismes, etc., ce discours, cet imaginaire néolibéral rencontre une limite radicale. Et c'est précisément ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le néolibéralisme, qui est encore extrêmement puissant, même s'il partage son hégémonie avec l'ultralibéralisme, donc il doit quand même faire des aménagements et des compromis ou compromissions avec l'ultralibéralisme, mais il est hégémonique encore, mais il est en même temps qu'il est hégémonique, il est en train de vivre une première grande remise en cause globale, collective, dans tous les pays, du consentement qu'il avait recueilli jusqu'à présent, enfin qu'il avait largement fabriqué d'ailleurs. Mais voilà, donc maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit adapter ou adaptation que l'on est néolibéral, si c'est ça votre question. Et la meilleure preuve, je la donne dans mon livre, puisque le premier grand contradicteur de Lippmann, la première pensée qui par ailleurs est une pensée, la pensée d'un philosophe, un des plus grands philosophes américains, qui s'est efforcé de déconstruire systématiquement le discours de Lippmann. Et donc, ça aussi, c'est une découverte dont j'étais très heureuse, de découvrir que la philosophie, en la personne de John Dewey, c'est lui, le pragmatiste américain de l'école de William James, etc., avait en fait entrepris pendant 25 ans, de manière extrêmement précise, une déconstruction du récit néolibéral. Eh bien, cette critique, elle reprend l'idée d'adaptation, mais d'une manière complètement différente. Donc il ne suffit pas de se référer à l'adaptation pour aussitôt dire bon, on a affaire au néolibéralisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Michael Fussell, quels sont les échos les plus récents de l'année 38 pour vous en ce moment? Peut-être que vous avez noté que la semaine dernière, il y a eu une rencontre qui s'appelait la Convention de la droite, lors de laquelle on pouvait entendre un polémiste expliquer que l'époque menait une guerre d'extermination à l'égard de l'homme blanc occidental, catholique, qu'il y avait aujourd'hui un climat quasiment de guerre civile à laquelle il appelait de manière quasiment larvée, en tout cas que l'état de droit, que la laïcité, que la République ne pouvait plus rien dire face à ces temps comment dire, effectivement désespérés pour lui, puisqu'il en appelait même à citer Drieux-La Rochelle et quelques auteurs des années 30. Quels sont les échos pour vous les plus récents, les plus frappants? Est-ce que ça en a été un pour vous? Le plus frappant, vous venez de le citer, hein, c'est-à-dire que le discours d'Éric Zemmour, je suppose que c'est à lui que vous pensez, a eu, je dirais d'une certaine manière, l'avantage ou le bénéfice de permettre, en tout cas je l'espère, une prise de conscience, au moins nominale, je dirais, enfin nominative plutôt, de
de ce qui menace ou de ce qui peut éventuellement venir. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse encore, j'espère du moins, continuellement caractériser ce type de discours, ou de désir d'ailleurs, de simplement populiste ou illibéral. Bon. J'ai vu ici ou là apparaître des éditoriaux nommant au moins la chose comme elle doit se nommer, et ce type de discours doit être, à mon sens, nommé comme il ne se présente pas, mais comme il renvoie à des échos de l'histoire, c'est-à-dire comme un discours, dans le meilleur des cas, on va dire d'extrême droite ou de type fascisant, voire fasciste. Bon. Donc cet écho-là, je dirais qu'il n'est pas paru totalement étonnant compte tenu de ce que je perçois, je ne suis pas le seul d'ailleurs, depuis une dizaine d'années dans l'évolution de la société politique française. Maintenant, pour le détour de 38, moi, ce qu'il m'a appris, ce n'est pas tellement, je dirais, que l'extrême droite était d'extrême droite. Hein. C'est-à-dire qu'elle reposait fondamentalement sur un discours d'exclusion anti-égalitaire, fondamentalement lié à des passions, qu'elles soient antisémites ou racistes dans un sens plus général du terme. Ce qui m'a, moi, le plus intéressé, troublé, inquiété en 38, ce n'est pas tellement de voir la montée en puissance de ces discours d'extrême droite, c'était de voir, alors si je puis dire, encore une fois, l'adaptation des opposants sincères, hein, je ne remets pas en cause leur sincérité, en l'occurrence ici il s'agit en 38 du président du Conseil, Daladier, qui n'est pas du tout un fasciste, qui n'est pas non plus encore un néolibéral. Hein. Le néolibéralisme, effectivement, apparaît en 1938, mais il y aura une longue période d'incubation. Mais en revanche, le grand mot d'ordre de Daladier en 1938, qui était, je le rappelle, ministre de Blum, mais qui met un terme à l'alliance du Parti radical et des partis de gauche pour s'allier à la droite. Le mot d'ordre, c'est pas il faut s'adapter, c'est il faut remettre la France au travail. Hein. C'est le grand mot d'ordre de 38. Ce qui va mener, puisque vous me posiez la question des échos contemporains, ce qui va mener à une remise en cause, une abolition même des acquis du Front populaire, qui date d'il y a un an hein, à peine, en particulier la loi sur les 40 heures. Abolition qui va elle-même mener à une mobilisation syndicale et des manifestations. Une tentative de grève générale le 30 novembre 1938, pour être tout à fait précis. Alors évidemment, là, les échos, je le découvrais, je dirais, au jour le jour, hein, et au moment où je lisais ça, c'était plutôt au moment de la loi travail que des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étant un phénomène qui n'aurait pas d'équivalent du tout en 1938, mais ce qui a un équivalent, en revanche, c'est la répression extrêmement violente qui s'abattra sur les manifestants de 1938. Et surtout, le fait qu'à partir du moment où la grève générale échoue, c'est-à-dire au fond où le fait de pouvoir ou de prétendre mettre la question sociale au centre du débat politique, à partir du moment où cette question sociale est en quelque sorte dissolue dans le fait qu'elle est réprimée, eh bien, ce sont des problématiques identitaires qui s'imposent, et en particulier dans la presse, des questions qu'on retrouverait à peu de choses près comparables aujourd'hui. Qu'est-ce que la France? Quel est le statut de la France? Quelle est l'identité de la France? Bon. Et au fond, on pourrait dire, après tout, l'histoire non seulement ne se répète pas, mais il n'y a pas de sens à faire des parallèles entre ce qui se passait en 1938 en France et ce qui se passe aujourd'hui. Je répondrai que l'histoire, évidemment, ne se répète pas. La réponse est dans la question. En revanche, c'est quelque part une position plutôt de philosophe là, que d'historien. En revanche, il n'y a pas 1000 manières de poser la question des priorités politiques. Je veux dire que si on ne crée pas des conflictualités fondées sur le partage entre la gauche et la droite, entre le social et entre la liberté et l'égalité, bon, on va trouver nécessairement d'autres formes d'antagonisme, peuple contre élite, les étrangers contre les nationaux, les traîtres à la patrie contre les véritables patriotes. Bon. Autrement dit, on ne peut pas, je dirais, la gamme, dans une démocratie du moins, la gamme des thématiques politiques, des positions politiques n'est pas indéfinie. Autrement dit, évidemment, l'histoire ne se répète pas, mais ce qui se répète en revanche dans l'histoire, ou ce qui bégaye plutôt d'ailleurs dans l'histoire, ce sont les transformations, et 38 est de ce point de vue prodigieux parce que c'est un accéléré des 10 dernières années, puisqu'en 36-37, on est vraiment sur la question sociale,
c'est le Front populaire, c'est les avancées, enfin les avancées, ce que certains jugeraient être des reculs. En tout cas, ce sont les réformes radicales en termes de droit du travail ou de congés payés. Donc la question est vraiment sociale. Et puis, en un an, quasiment, il va y avoir une véritable mutation, une transformation radicale des centres de gravité, du centre de gravité de la politique française, vers ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identitaire, le culturel. Bon. Et comme vous le savez, parce que ça c'est évidemment l'avantage, le clin d'œil que peut faire le contemporain, cette mutation, cette transformation, ce virage même à 180 degrés de la politique et du discours politique en France ne va pas spécialement réussir à la France. Je veux dire que, évidemment, j'ai eu l'avantage de connaître la fin de l'histoire, hein, et l'effondrement de 40, qui n'est pas forcément contenu dans 38, mais ce que l'on peut dire, c'est que les patriotes, les hypernationaux, les fanatiques de la France éternelle ne se sont pas révélés les meilleurs défenseurs de nos frontières. Bon. Et donc l'avantage que donne, puisque vous évoquiez le discours ou la convention de la droite de droite quand même, du week-end dernier, l'avantage que donne la distance historique, c'est peut-être de nous autoriser à une certaine ironie à l'égard de ceux qui passent leur temps à donner des leçons de morale, en vérité, sur l'amour de la France, la défense de la patrie et comment dirais-je, le caractère fondamentalement identitaire de notre lien politique. Et je veux juste dire un dernier mot sur la question écologique, parce qu'effectivement, là, pour le coup, elle n'est pas très présente en 1938, mais au fond, la défaite du Front populaire, c'est d'abord la défaite de l'interprétation des phénomènes politiques en termes de clivage, je dirais, idéologique, je le dis au bon sens du terme, droite-gauche. Donc et bien que j'ai une préférence pour l'un des deux termes de la droite et de la gauche, je dirais, ou plutôt de la gauche d'ailleurs, ça n'est pas tellement mon souci d'être de gauche ici ou de droite, c'est d'essayer de rationaliser la conflictualité politique, et le meilleur moyen de la rationaliser sans sombrer dans la guerre civile, à mon sens, c'est tout de même de donner un sens à cette différence entre droite et gauche. Et la question écologique se pose aujourd'hui, elle se pose pour des raisons qui sont à la fois, je dirais, dans les choses elles-mêmes, et dans les esprits, et dans les corps parfois, mais en revanche, elle ne règle pas, à mon sens, la question de savoir si le sauvetage de la planète, le sauvetage du climat, se fera selon des conditions qui sont démocratiquement acceptables. Autrement dit, ce que je verrais de peu, non pas dans l'écologie elle-même, hein, mais dans la situation présente d'un peu inquiétant, c'est cette tentative de vouloir au fond en finir avec ce qu'on considère comme totalement ringard et dépassé, c'est-à-dire le clivage droite-gauche. Or, ça, on l'a déjà vécu, on l'avait vécu en 1938, et en général, ceux qui ne sont ou qui prétendent n'être ni de droite ni de gauche ne sont pas de gauche. Bien sûr, mais on peut considérer que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. On peut aussi considérer que c'est une question de gauche. Évidemment, évidemment. Mais une écologie de droite existe et elle doit, à mon avis, s'affirmer. Ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, ça reconfigure le débat public. La question écologique s'impose, qu'on le veuille ou non, de toute façon. Mais c'est un avis là personnel, hein, subjectif, je dirais, comme tout ce que j'ai dit d'ailleurs depuis maintenant, il y a quelques minutes. Mais l'écologie n'est pas un critère suffisant, je dirais, de partage politique, dans la mesure où la réponse à la question écologique peut se faire aussi selon une certaine forme d'autoritarisme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'autant qu'il faut rappeler qu'il y a du trouble, comme dans La Nuit, que vous connaissez bien, Michael Fessel, puisque vous avez consacré un ouvrage aux éditions Autrement, La Nuit, vivre sans témoin. Il y a du trouble, puisque vous citez dans votre livre un réactionnaire, authentiquement réactionnaire, Henri de Kérillis, qui fonde un journal qui s'appelle L'Époque, et qui est l'un des plus lucides, mais je laisserai les spectateurs, les auditeurs découvrir ça dans votre livre Récidive 38. Un tout petit mot. Ben oui. Juste un tout petit mot, parce que vous allez commencer une nuit très longue, et donc je ne voudrais pas, parce que là on a parlé de choses très difficiles, très dures, en tout cas j'ai parlé de choses qui sont peut-être pas très joyeuses. Effectivement, je dis simplement, Henri de Kérillis, c'est un personnage qui, sur bien des points, m'est totalement antipathique, mais est un personnage extraordinaire, qui n'a même pas droit à une ruelle en France. Donc effectivement, je n'en dirai pas plus. Regardez peut-être, pour ceux que ça intéresse, sur Internet. C'est pour le coup un être passionnant, un véritable vigile dans ce moment-là, bien que de droite, voire ultra-conservateur, voyant le véritable danger, se fâchant avec toute sa famille politique. Et quand je dis se fâcher,
jusqu'à quasiment la mort, fuyant en avion dans des conditions rocambolesques d'ailleurs, la France en 40 parce qu'il est sur la liste de ses anciens alliés d'Action française pour que les Allemands viennent l'arrêter. Il part au Brésil, c'est ça? Il part aux États-Unis, en Angleterre, puis aux États-Unis. Il se fâche avec tout le monde, il a un caractère absolument abominable. De Gaulle le veut au gouvernement, il se fâche avec De Gaulle et finit par élever des vaches dans le Dakota. C'est un personnage formidable. Il était député maire de Neuilly et vous trouverez des choses, si ceux que ça intéresse. Autre temps, autre mœurs, pour le coup. Voilà, maintenant je m'excuse, je vais trop parler. Ça mène à tout, Barbara Stiegler. Oui, une des choses qui m'a intéressée pour faire écho à ce que vous disiez, c'est que la soi-disant dualité dans laquelle nous serions enfermés entre, alors aujourd'hui on appelle ça progressiste et populiste, et il n'y en aurait pas d'autres, hein. Soit vous êtes du côté des populistes, soit vous êtes du côté des progressistes, nous dit-on. En réalité, elle est déjà théorisée par Lippmann et ses amis de manière extrêmement claire. Vous avez donc soit ceux qui sont progressistes, c'est-à-dire qui sont les partisans de cette mondialisation, qui est le sens de l'histoire, il n'y en a pas d'autre, hein, c'est la seule possibilité, soit vous êtes rétif par rapport à ce mouvement d'une manière ou d'une autre, et vous êtes forcément du côté des populistes, qu'on appelle aujourd'hui les populistes. Cette dichotomie-là, elle a déjà été posée dans les années 30, dans ce colloque Lippmann, c'est déjà ça, c'est déjà là. C'est pas du tout une invention récente. Et l'histoire nous montre que c'est absolument faux, puisqu'en réalité, au moment où on inventait cette fausse alternative, d'autres choses s'inventaient, et notamment, par exemple, l'alternative proposée par le pragmatisme américain pour repenser la démocratie, qui n'était ni progressiste au sens des mondialistes néolibéraux, ni évidemment populiste au sens où on flatterait les bas penchants de la masse. Donc il est vraiment important de se ressaisir de cette histoire pour découvrir que des choses qu'on nous présente comme totalement nouvelles et ayant tout changé sont en réalité là et réchauffées depuis fort longtemps, pour qu'on puisse s'en débarrasser, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Eh bien, merci Barbara Stiegler, merci Michael Fessel pour cette première conversation.